Le président Trump affirme que le détroit d'Ormuz est en grande partie ouvert, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Du côté iranien, on répond « oui ». À ce sujet, il est ouvert à tout le monde, sauf à vous et à Israël. Qui va l'emporter dans cette guerre des mots? Et que se passera-t-il lorsqu'il s'agira de ce qui transite réellement par le détroit d'Ormuz? Quand on regarde les données, pas grand-chose. Où tout cela nous mène-t-il? Et la guerre va-t-elle, en réalité, s'étendre dans la région? Est-ce déjà le cas? Il n'y a littéralement personne de mieux à qui parler de tout cela que notre bon ami Alastair Crooke, ancien diplomate britannique et officier du MI6, avec des décennies d'expérience au Moyen-Orient et dans les questions de sécurité européenne. Il a aussi été conseiller principal de l'Union européenne et il a fondé le Conflicts Forum, une excellente publication que je consulte régulièrement. Vous pouvez la retrouver sur Substack. Bon retour dans l'émission, Alastair. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Bon, écoutez, abordons directement le premier sujet parce que je voudrais commencer par quelque chose que le président Trump a dit hier au sujet du détroit d'Ormuz. Il est très connu pour ses déclarations, disons, optimistes. Mais là, est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin? Un accord a-t-il été conclu pour rouvrir le détroit d'Ormuz? Eh bien, je ne veux pas dire que ça l'a été. Pour l'instant, c'est en quelque sorte ouvert. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle le blocus, dirigé par la marine américaine, et nous le contrôlons. Et maintenant, nous le contrôlons, mais ils peuvent toujours tirer quelque chose. Ils ont toujours quelque chose, un drone, une mine, et s'il y a une seule mine qui traîne là-bas, ça complique un peu les choses, parce que les gens ne veulent pas prendre leur bateau à $1 milliard et être touchés accidentellement par une mine. Mais je pense que nous nous en sortons très bien. Je suis, vous savez, impliqué dans la négociation. Je pense que ça se passe bien. Je veux dire, commençons simplement par cette dernière partie. Est-ce qu'on s'en sort bien? Non, ça ne va pas bien du tout. En fait, cela va très clairement se retourner contre les objectifs de M. Trump, parce que ce qui se passe n'a vraiment rien à voir avec Trump ou l'Amérique. C'est une négociation entre l'Iran et Oman. Bien sûr, il y aura des médiateurs et d'autres personnes qui feront pression sur Oman pour parvenir à une sorte d'accord, mais rien n'indique que cela va réussir. Le détroit est fermé. 2 navires ont été attaqués, je crois, la nuit dernière ou tôt ce matin. 2 pétroliers qui tentaient d'emprunter le corridor sud, facilité par les Américains, en longeant la côte omanaise. Ils ont été attaqués et, je crois, incendiés. Donc non, ce n'est pas ouvert. Sauf que c'est ouvert, dans le sens où ça reste ouvert aux navires chinois. C'est toujours le cas. Pas aux Saoudiens. Pardon, je veux dire aux navires chinois. Désolé, lapsus. C'était bien pour les navires chinois. Vous pouvez toujours quitter le détroit. Mais dans l'ensemble, la situation, c'est que l'accord prévoit de mettre fin aux 2 couloirs, de toute façon, et de n'en garder qu'un seul. Ces 2 couloirs pourraient peut-être survivre encore un peu, mais l'Iran insiste pour passer à un seul couloir qu'il contrôlera, et il prélèvera des frais pouvant aller jusqu'à 7%. Il y aura des amendes de 20% en cas de violation des instructions de l'autorité d'Ormuz, si vous voulez. Et ils interdisent, et cela relève davantage d'une initiative du Parlement que des négociateurs, ils prévoient qu'à l'avenir, les navires israéliens seront totalement interdits. Mais soyons très clairs, ce qui est proposé, c'est qu'il n'y aura pas de réouverture du détroit d'Ormuz tant que les États-Unis n'auront pas d'abord levé leurs sanctions sur le pétrole et les produits pétroliers, sur les produits iraniens, et aussi débloqué leurs avoirs étrangers gelés. Donc, tant que les États-Unis ne montreront pas qu'ils sont prêts à avancer quelque chose d'emblée, je ne pense même pas qu'il y aura de négociations. À ce stade,
Rien n'a donc changé. Nothing at the moment is changed. Hormuz is where it is. Some of these arrangements. Hormuz est là où il est. Certains de ces accords avec les Omanais ne doivent réellement entrer en vigueur qu'en cas d'accord de paix, qu'en cas de cessez-le-feu. Et cela signifie la fin du blocus, la fin des restrictions liées aux sanctions sur les exportations iraniennes. Tout cela doit d'abord être mis en place. Donc, la pression s'exerce vraiment sur M. Trump. Je veux dire, l'Iran exerce une pression sérieuse sur M. Trump. Et comme vous l'avez vu, il cherche des moyens d'essayer en quelque sorte de contrer cette pression en faisant pression sur l'Iran. Mais en réalité, ces pressions se retournent contre lui et ne fonctionnent pas. Il a donc essayé de faire pression sur les Houthis au Yémen. Vous y avez fait référence dans l'introduction. Cela devient de plus en plus, cela devient une guerre, ça s'intensifie. Au cours de cette dernière période, les Houthis ont tiré au moins 10 missiles balistiques sur la province de Marib et sur la province de Hadramaout. Et cela a fait fuir les mercenaires du gouvernement du Sud. Nous avons vu des vidéos les montrant partir à toute vitesse sans quitter la zone et s'en aller. Ils ne veulent pas mourir pour la guerre de quelqu'un d'autre. Ce sont des mercenaires, donc ils partent. Cela devient donc un conflit sérieux entre l'Arabie saoudite, ses soutiens, et le Yémen. Et c'est une guerre à deux volets, parce que l'autre volet, c'est la tentative de l'Arabie saoudite et des États-Unis de faire pression sur le mouvement de résistance irakien, le Hashd. Et durant l'Arba'in, qui est la commémoration, 40 jours après, de l'imam Hussein à Kerbala, l'Arabie saoudite a mené des attaques contre plusieurs de ces groupes du Hashd. Et je pense que c'était intentionnel. En même temps, le gouvernement irakien, sous la pression de Washington, menait une opération de campagne anticorruption. C'était une manière polie de dire qu'ils essayaient de faire pression sur les milices chiites en Irak et ainsi de faire pression sur l'Iran. Mais cela ne fonctionne pas et il faut voir ce qui se passe. L'une des erreurs de lecture de la région, encore une fois, c'est cette idée que chaque fois qu'on en parle en Occident, ces milices sont décrites comme des mandataires de l'Iran. Elles seraient simplement là. On les allume, on les éteint, selon les besoins de l'Iran. Rien n'est plus éloigné de la vérité. J'ai déjà rencontré les dirigeants du Hashd à Kerbala. Ce sont des nationalistes irakiens. Oui, ils sont chiites, mais ce sont avant tout des nationalistes irakiens. Et l'Iran, oui, est en quelque sorte la mère patrie du chiisme. Dans cette mesure-là, ils se coordonnent. Mais ils ne sont les serviteurs de personne, si vous voulez, prêts à courir faire exactement ce qu'on leur demande. Or, pendant l'Arba'in, ils ont promis des représailles pour ces attaques. Et je crois qu'un certain nombre de personnes ont été tuées, dont 4 Iraniens, lors des attaques conjointes saoudo-américaines en Irak. Mais ils ne le feront pas pendant l'Arba'in. Ce ne serait pas approprié. Et ils ont dit, nous nous vengerons après cela. Or, d'après ce que j'ai compris de ce qui s'est passé, tout est un peu incertain, un peu flou. Les milices auraient dit au gouvernement, n'oubliez pas que l'Irak est dans son ensemble un pays très majoritairement chiite, peut-être à 60%. Le reste se répartit entre les sunnites et les kurdes. La composante sunnite représente donc probablement autour de 20%, et les Kurdes également. Ils ont donc donné à ce gouvernement un certain nombre de jours pour riposter et se venger de l'Arabie saoudite. Et je pense que ce délai arrive probablement à échéance plus tard dans la journée, après vendredi. Et si je peux vous poser la question, selon vous, pourquoi la partie saoudienne aurait-elle pensé qu'en s'en prenant au Hashd al-Sha'bi, aux milices des forces de mobilisation populaire, cela lui serait bénéfique? Il ne pensait sûrement pas. Oh, il suffit de les frapper pour qu'ils reculent et se tairent. Il le savait forcément.
Et si ce n'était pas le cas, alors pourquoi, à votre avis, aurait-il fait ça? Cela s'est vraiment produit parce qu'il y a eu une attaque contre Aramco, qui est la principale compagnie de production d'Arabie Saoudite. Il y a eu 2 attaques contre Aramco. On ne sait pas exactement qui en est responsable. Mais comme vous le savez, il y a cet oléoduc, cet important oléoduc, qui permet aux Saoudiens d'acheminer le pétrole de la côte Est vers la côte Ouest, jusqu'à la mer Rouge, au port de Yanbu, puis de l'exporter depuis là-bas. Or, pendant cette période, des attaques, des frappes ont visé les 2 extrémités de l'oléoduc. Le côté pompage, sur la côte Est, a donc été endommagé, et Aramco a été très gravement touché à cet endroit, ses installations. Et du côté de la mer Rouge, les dégâts ont également été très importants. Et je pense que les Saoudiens ont estimé que pour sauver la face, ils devaient réagir devant leur opinion publique et montrer qu'ils étaient fermes, qu'ils n'allaient pas accepter ce genre de choses. Mais en réalité, ils ne savaient pas, et ils ne voulaient pas dire qu'il s'agissait d'une attaque des Houthis. Je pense qu'ils craignaient que les Houthis ne ripostent avec encore plus de missiles et n'attaquent davantage d'infrastructures de Saudi Aramco. Ils ont donc choisi de dire, sans véritable preuve, non, non, ce n'était pas du tout les Houthis. En réalité, ceux qui étaient derrière tout ça, c'étaient les Hashd en Irak. C'était eux. Bien sûr, les Hashd ont dit que ce n'était pas eux et l'ont totalement nié. Puis des responsables irakiens ont commencé à dire qu'en réalité, ce n'était pas le Hashd. C'était, et là je pense qu'on entre un peu dans un monde de clones, parce qu'ils ont ensuite affirmé, en fait, nous pensons que c'était le renseignement ukrainien en Irak qui tirait des missiles sous fausses bannières contre les installations d'Aramco. Quoi qu'il en soit, les Saoudiens et les États-Unis ont décidé, dans le cadre d'un projet stratégique, d'essayer de désarmer les milices chiites en Irak. Le Premier ministre s'est rendu à Washington. Washington a dit « Donnez-leur jusqu'à la fin septembre et elles devront avoir été désarmées. » Tout comme ils ont demandé aux Libanais de désarmer le Hezbollah. C'est la politique. C'est la politique de la Maison-Blanche. Désarmer la région, la rendre sûre pour Israël. Donc elles allaient être désarmées. Mais comme je le dis, si vous regardez la démographie de l'Irak, c'est pas une chose facile à faire. On voit donc maintenant une mobilisation du Hashd aux frontières, si vous voulez, aux frontières de l'Arabie Saoudite. Il y a une mobilisation en cours, et on voit que les Saoudiens se mobilisent aussi. Les Irakiens essayent d'envoyer leurs forces sur place pour tenter d'attaquer certaines de ces milices, les groupes de résistance chiites en Irak. C'est très confus, n'est-ce pas? Et c'est encore plus confus parce qu'il y a aussi une mini-guerre entre les Kurdes et l'Iran. L'Iran franchit la frontière dans la zone d'Erbil et attaque également les forces kurdes sur place. Il a été avancé que l'Iran pensait qu'une mobilisation des forces kurdes était en cours, peut-être pour entrer en Iran et tenter d'y saisir du territoire. Ils ont donc envoyé des forces spéciales. Ils ont assassiné certains dirigeants, tué de nombreux membres des milices, détruit leurs armes et leurs dépôts de carburant, et cela continue. L'Irak est donc lui aussi dans une situation de trouble interne, parce que le gouvernement irakien continue de faire arrêter des gens. Il présente cela comme une opération contre la corruption, parce que, vous savez, les opérations anticorruption, c'est comme le lait maternel. Tout le monde les soutient en Occident. Mais en réalité, il s'agit d'empêcher que cette guerre entre les milices et l'Arabie Saoudite ne s'aggrave. Et en même temps, au Yémen, comme vous l'avez dit, la situation empire beaucoup, comme je l'ai décrit. Je veux dire,
Les Houthis ont récemment attaqué ces mercenaires affiliés au sud avec 10 missiles balistiques et les ont mis en fuite. Toute la région est donc réellement en train de s'embraser. Et cela s'aggrave encore parce que ce que nous voyons aussi, une fois de plus, c'est que Washington essaye de faire pression sur l'Iran. Washington suggère au gouvernement en Syrie, Jolani, et lui demande d'intervenir au Liban, de descendre jusqu'à la frontière libanaise, où se trouvent des villages chiites de ce côté-là, du côté syrien de la frontière, et d'y commencer des actions militaires. Et en même temps, les Irakiens ont dit, vous vous approchez du Liban, où vous y entrez, et nous envahissons la Syrie. La Turquie se retrouve donc impliquée là-dedans, ce qui apporte davantage de soutien, si vous voulez. Elle ne s'oppose donc pas à ce que Jolani soit impliqué, comme Trump l'a demandé, dans le dossier libanais. Mais en même temps, la Turquie envoie des radars et d'autres équipements en Syrie. Et cela donne des maux de tête aux Israéliens, car ces radars vont limiter leur capacité à mener des opérations aériennes à distance contre l'Iran. Cela réduira la capacité israélienne à pénétrer dans l'espace aérien irakien et à tirer des missiles à distance sur l'Iran depuis l'Irak. Situation compliquée, confuse. Eh bien, regardons à quel point la situation est en réalité un peu plus compliquée. Réintroduisons maintenant l'Iran dans l'équation. L'ancien ambassadeur iranien en Afghanistan a déclaré, il y a quelques jours, que les autres pays prêts à rejoindre l'Amérique dans cette guerre, le Koweït, seraient pris en charge par les FMP, c'est-à-dire les forces de mobilisation populaire, la milice chiite en Irak. Les forces iraniennes peuvent finir le travail à Bahreïn et les Saoudiens ne sont pas faits pour le combat. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite affirme qu'elle prépare des offensives contre les Houthis. Cela pourrait inclure des assauts terrestres. Et en même temps, on parle aussi des Houthis qui avanceraient dans le sud-ouest même de l'Arabie saoudite. Alors ceci date de ce matin même. Certains militants yéménites ont déclaré qu'ils continueraient à agir contre l'Arabie saoudite. En fait, ils vont considérablement intensifier le blocus contre l'Arabie saoudite. Ils décrivent la stratégie d'escalade du Yémen ainsi. D'abord, cibler les navires liés à l'Arabie saoudite dans le sud de la mer Rouge, puis étendre les attaques vers le nord, en direction de la route de Suez, et finalement, cibler tout navire entrant dans les ports saoudiens ou en sortant, quelle que soit sa nationalité. Il a aussi déclaré que le Yémen fermerait entièrement le détroit de Bab el-Mandeb, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Je veux dire, on dirait que cela pourrait devenir extrêmement chaotique. Toute la région pourrait s'embraser. Pensez-vous que ce ne sont que des menaces ou bien que cela pourrait réellement arriver? Non, je pense que le grand danger, c'est que la région soit au bord de l'embrasement. Elle est tout près de s'embraser, oui. Je veux dire, tout cela, c'était, je pense, une tentative de Washington pour trouver des points de pression sur l'Iran afin de les faire changer de position sur Hormuz. Et c'est en soi un exercice vain, car pour l'instant, rien ne fera changer le calcul iranien concernant Hormuz. Et au lieu de cela, nous nous retrouvons maintenant dans un enchevêtrement de problèmes. Le Pakistan propose désormais de soutenir l'Arabie saoudite avec la Turquie et il pourrait intervenir ou s'impliquer dans cette affaire. L'Égypte reste en retrait. Plus tôt, un méthanier a été attaqué dans un port égyptien. Nous ne savons pas qui en était responsable, mais les Égyptiens ont confirmé que c'était bien le cas. Or, rappelez-vous, quand les gens commencent à parler d'attaquer le Yémen en disant que les Saoudiens vont lancer des attaques majeures dans le sud, il y a déjà une guerre. Les Égyptiens sont entrés en guerre contre le Yémen bien des années auparavant. Ils ont perdu 20 000 hommes et ont été vaincus. C'est l'Égypte, une grande puissance militaire, avec des forces qui ont, disons, la force morale de se battre. Mais ils ont perdu.
Ce n'est donc pas une équation simple. Et la question est la suivante. Si les Yéménites ripostent contre l'Arabie saoudite, cela pourrait placer l'Arabie saoudite en danger existentiel. Je veux simplement dire qu'on ne se rend pas compte à quel point la situation devient grave, parce que l'Arabie saoudite ne peut tout simplement pas se permettre cela dans les circonstances actuelles. Elle manquait déjà désespérément de liquidités à cause des ventes de pétrole. Ce n'était pas suffisant. Je veux dire, cela ne suffisait pas à financer les projets qu'elle a. Et maintenant, ça empire de plus en plus. Je sais que cela paraît presque impossible. L'Arabie saoudite a court d'argent? Jamais. Pourtant, elle manque d'argent. Et elle en a très peur. Et l'autre élément, c'est la menace des États-Unis de revenir avec une attaque de grande ampleur. Et l'Iran a dit très clairement, vous savez, d'accord, comme les Yéménites l'ont dit, siège pour siège, nous répondrons à votre attaque par une attaque et nous attaquerons les infrastructures. Les États du Golfe sont très vulnérables à cela, parce qu'ils dépendent énormément du dessalement de l'eau. C'est le cas de l'Arabie saoudite et à des degrés divers des autres États du Golfe. L'Iran, lui, en dépend moins. Seulement 3% de son approvisionnement en eau provient du dessalement. Vous savez, à cette période de l'année, avant le début de l'émission, je parlais de la chaleur et de l'humidité. Mais bien sûr, dans le Golfe, c'est insupportable. Et s'il n'y a plus d'électricité pour la climatisation, si les installations d'eau sont endommagées ou détruites, on ne peut pas y rester. À cette période de l'année, cette région du monde devient tout simplement invivable pour les êtres humains. Les enjeux sont donc considérables. Alors, que va faire Trump? Voilà forcément la grande question. Comment va-t-il réagir? Parce que la réponse qu'il va recevoir des Iraniens sur Hormuz, ce sera un pied de nez. Et qu'est-ce qu'il va faire de ce pied de nez? Je veux dire, va-t-il l'ignorer? Va-t-il y répondre? A-t-il la capacité d'y répondre d'une manière réellement significative et convaincante? Ou non? Je veux dire, je ne pense pas que quiconque sache vraiment ce qui va se passer. Nous savons un peu quel est le caractère de Trump. Et nous savons qu'Israël ainsi que de nombreuses forces aux États-Unis qui soutiennent Israël, qui le soutiennent ardemment, veulent que la guerre se poursuive, parce qu'ils veulent que l'Iran soit affaibli et incapable de fonctionner comme un État qui compte réellement. Mais cela signifie qu'Israël entre dans l'équation. Et Israël entre dans cette équation dans une position très vulnérable. Parce que oui, il a quelques raffineries, mais elles sont à découvert. Les Iraniens pourraient facilement détruire leurs raffineries, ainsi que leur système d'approvisionnement en électricité. Tout est très concentré. Israël est un petit pays. Ses infrastructures ne sont pas dispersées. L'Iran, c'est différent. Il a toutes ses infrastructures réparties sur un territoire immense. Israël, c'est différent. Tout est concentré. Ils sont donc beaucoup plus vulnérables. Alors la région est vraiment en train de s'échauffer, de devenir de plus en plus brûlante. La plaque chauffante chauffe de plus en plus. Et cela peut facilement exploser à cause d'une erreur de calcul ou d'une escalade soudaine des États-Unis, de Trump, s'il estime devoir répondre à la position iranienne, à leur position sur Hormuz et sur la mer Rouge. Et qu'en pensez-vous? Vous avez évoqué il y a un instant ce nouveau pacte dont on parle entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Comment faut-il l'interpréter? Parce que, quand on regarde sa formulation, on voit cette première partie. Elle stipule qu'une attaque armée contre l'un des trois États sera considérée comme une attaque contre tous, ce qui est presque directement repris de l'article 5 du traité de l'OTAN. Mais ensuite, plus bas, il est dit, sans pour autant fournir de précisions sur les obligations de chacun, sur ce que chaque pays est censé faire. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Et y a-t-il
What is behind this, and is there any substance to it? I don't think there's any substance to it. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de concret là-dedans. Vraiment, je ne pense pas que ce soit fondé, parce qu'à mon avis, aucun d'entre eux n'est prêt à aller jusque-là. Le Pakistan, je pense, est extrêmement inquiet à l'idée de s'impliquer dans quoi que ce soit qui constituerait un soutien à l'Arabie Saoudite ou une guerre contre l'Iran, parce que environ 20% des Pakistanais sont des chiites fervents. Et ils soutenaient le guide suprême qui a été assassiné par les États-Unis et Israël. Je sais que le Pakistan est extrêmement inquiet. Il est dans une position très faible. Il supplie Washington de lui accorder un plan de sauvetage d'urgence de 10 milliards de dollars, en plus de ses plans de sauvetage existants avec le FMI. Il dépend de l'Amérique. Je vois ça comme un geste envers Washington pour dire, vous voyez, nous faisons de notre mieux, vous savez, de votre côté, pour essayer de faire quelque chose. Mais je ne pense pas qu'il y ait réellement l'intention de faire quoi que ce soit d'efficace. Et je ne pense pas qu'ils puissent faire grand-chose d'efficace. Les États-Unis ont déjà essayé avec le Yémen, et depuis, les Yéménites se sont dotés d'armes bien plus sophistiquées. Et c'est une guerre sérieuse pour le Yémen désormais. Ils sont assiégés depuis longtemps par les Saoudiens. Leur espace aérien, puis leur zone d'approvisionnement, les ports maritimes, sont sous blocus. Ils subissent cela depuis longtemps, et maintenant, ils ont dit, ça suffit. D'accord, un siège pour un siège. Vous nous avez imposé un siège, et nous imposons un siège aux aéroports et aux ports saoudiens. Nous ne tuileterons pas aux navires d'arriver dans les ports saoudiens, ni d'en partir, dans un sens comme dans l'autre, en mer Rouge. La mer Rouge va donc connaître une forte baisse du trafic, d'autant plus que les compagnies d'assurance disent maintenant que c'est une zone de guerre. Nous parlons d'un risque de guerre. Et cela va vous coûter beaucoup plus cher si vous voulez y naviguer. Peu importe de qui il s'agit, qu'il s'agisse d'un navire américain ou britannique en mer Rouge, il devra payer, si vous voulez, des tarifs d'assurance de temps de guerre qui sont très élevés. Oui. Alors, regardons les options qui se présentent à l'Arabie Saoudite. Je reviens là-dessus. Ça date de ce matin. Il est écrit que l'activiste yéménite et commentateur politique Boukhaïti, une figure de longue date alignée sur Ansar Allah et ancien porte-parole de leur mouvement médiatique, a déclaré s'attendre à ce qu'Ansar Allah intensifie considérablement son blocus contre l'Arabie Saoudite. Et puis, il y a cette partie importante. Plus bas, il a dit que leur stratégie d'escalade consiste d'abord à cibler les navires liés à l'Arabie Saoudite dans le sud de la mer Rouge, puis à étendre les attaques vers le nord, en direction du canal de Suez, ce qui mène directement à la menace dont vous parliez. Et il dit ensuite qu'il pourrait le fermer entièrement. Quelles sont les options ici? Parce que d'abord, vous venez d'en parler. Les Houthis, Ansar Allah, ont démontré concrètement qu'ils étaient prêts à tenir tête à Israël, à l'Arabie Saoudite et aux États-Unis. Et ils sont toujours là. Ils semblent donc capables de tenir un siège pendant longtemps, mentalement comme physiquement. Et maintenant, ils menacent d'escalader la situation. De son côté, l'Arabie Saoudite se retrouve face à des choix vraiment préoccupants, très difficiles. Si elle lève le siège pour faire cesser ces attaques, Ansar Allah a montré, corrigez-moi si je me trompe, qu'ils arrêtent lorsqu'on fait ce qu'ils demandent. C'est ce qu'ils avaient promis de faire à Gaza, par exemple, vis-à-vis d'Israël pendant un certain temps. Mais si l'Arabie Saoudite cède, cela renforcera Ansar Allah et maintiendra l'Arabie Saoudite en situation de risque. En revanche, si elle ne cède pas, elle risque de voir davantage de ses installations exploser ou de se faire couper à la fois ses accès nord et sud à la mer Rouge. Alors que fait l'Arabie Saoudite? Je pense qu'elle fera ce qu'elle fait habituellement, leur verser de l'argent et acheter sa sortie de guerre.
Je ne pense pas que l'Arabie saoudite soit prête, ni capable, de faire la guerre aux Yéménites. Vous savez, les Yéménites sont de ceux pour qui c'est en quelque sorte dans la culture et dans l'ADN. C'est un État incroyablement tourné vers le militaire. Tout le monde soutient l'armée, ils se battent, et comme je le disais, ils ont vaincu l'armée égyptienne, tuant 20 000 hommes au passage. C'était sérieux. Vous savez, l'armée égyptienne a été vaincue de fait par les Yéménites. Donc je pense que les Saoudiens chercheront une porte de sortie aussi vite qu'ils le pourront. Ils doivent se protéger. Ils ne peuvent pas se permettre que d'autres installations d'Aramco soient détruites. Je veux dire, sinon ils vont se retrouver complètement hors ligne. Et alors, vous savez comment est-ce qu'on fonctionne. Donc je pense qu'ils ont un choix difficile à faire. Mais le choix qu'ils feront probablement, ce sera de trouver une issue avec le Yémen et de convenir soit d'un cessez-le-feu, soit d'une forme de désescalade, avec en quelque sorte des paiements inclus. C'était déjà le cas dans les précédents accords de cessez-le-feu. Les Saoudiens versaient certaines sommes d'argent. Je pense qu'on va voir un retour à cela. Il manque peut-être d'argent, mais c'est plus important que de se lancer dans une guerre à grande échelle. Donc je pense que c'est vers cela que nous allons aller. Mais c'est que mon avis. Et pensez-vous qu'Ansar Allah puisse être tenté de se dire « l'Arabie saoudite est très faible aujourd'hui, plus faible qu'elle ne l'a été, et peut-être que nous pouvons avancer sur le terrain, conquérir au moins une partie de l'Arabie saoudite et y tailler un territoire supplémentaire pour nous-mêmes. » Est-ce qu'ils pourraient faire ça, ou est-ce qu'ils veulent simplement que le siège soit levé? Non, c'est possible. Vous savez, il peut arriver un moment où ils décideront de s'en prendre à l'Arabie saoudite de manière totale. Et c'est tout à fait possible. Donc vous savez, ils sont sérieux. Ce sont parmi les combattants les plus redoutables au monde. On prend un risque énorme quand on se lance dans une guerre totale. On voit bien que tout va dans cette direction. Il y a eu très clairement des tentatives dans le sud pour préparer une attaque contre Ansar Allah à Sanaa et dans le nord. Les Houthis les ont mis en fuite. Ils sont, vous savez, en train de courir. Ils ont envoyé 10 missiles balistiques et tous les mercenaires se dirigent vers l'abri le plus proche. Donc je pense qu'au final, l'Arabie saoudite cherchera une porte de sortie, mais vous savez, je ne pense pas que Washington en sera satisfait. Je pense que ça ne leur plaira pas. Et ils diront, vous savez, eh bien cela compromet. Vous savez, la guerre contre l'Iran compromet toute notre position. Mais il faut être franc sur ce point. L'Amérique s'est elle-même affaiblie avec cette guerre. Et il n'est pas surprenant que cela lui retombe aujourd'hui dessus. Mais désormais, ce n'est plus très loin. Je veux dire, on est assez près d'une guerre beaucoup plus vaste dans la région, d'une guerre plus destructrice dans la région. Et je voudrais simplement dire, là encore, c'est vraiment mon point de vue personnel, que je ne pense pas que l'Iran cherche particulièrement à éviter cette guerre si elle devait avoir lieu. Ils ont une autre perception du temps, du déclin et de l'ascension. Et ils voient le temps comme un temps cyclique, et non comme une sorte de processus linéaire. Je pense donc qu'ils ont cru, pendant un certain temps, qu'un grand affrontement était inévitable, tout simplement parce qu'Israël ne permettra jamais à l'Iran de prendre sa place dans l'ordre mondial. Et ils savent que, tôt ou tard, Israël ne permettra jamais à l'Amérique de faire cela. Ils pensent donc, depuis longtemps, qu'une guerre avec Israël était inévitable, qu'elle arrive. Elle n'arrivera peut-être pas maintenant, elle arrivera peut-être un peu plus tard. Mais la seule véritable issue, enfin, la réalité, c'est que nous les avons tellement acculés que l'Iran n'a plus d'autre choix que d'adopter une ligne très dure, de mettre Trump au défi d'aller jusqu'au bout.
Si Trump décide de lancer une guerre plus vaste, alors l'Iran peut très bien s'attendre à humilier les États-Unis dans cette guerre. Et cela fera partie du processus qui consiste, si vous voulez, à briser le paradigme et à sortir de cette sorte d'état de siège qu'ils subissent depuis 47 ans. C'est, je pense, ainsi qu'ils voient les choses. Alors, vous savez, je vois des gens dire que l'Iran prend un gros risque. Mais il arrive un moment où l'on évalue les risques et où l'on se dit, eh bien l'autre risque, c'est tout simplement de tendre les mains pour qu'on nous passe les menottes et de retourner en prison. Et nous n'allons pas faire ça. Ça suffit. Nous faisons ça depuis 47 ans. Les chances de négocier quoi que ce soit avec les États-Unis ne sont tout simplement pas possibles. Si c'est là que nous allons, alors ainsi soit-il. Et ce qui n'est pas encourageant dans cette perspective, c'est que les États-Unis semblent totalement inconscients, du moins au niveau officiel, des risques en jeu. Nous continuons à voir l'Iran comme ce moustique agaçant qu'on peut simplement écraser et qu'on finira par écraser. D'ailleurs, plus tôt ce matin, le président Trump a publié sur Truth Social un lien vers un article écrit par quelqu'un du nom de James Carafano, qui travaille dans un groupe de réflexion ici, aux États-Unis. Il affirme que Donald Trump a gagné la guerre contre l'Iran et il développe des déclarations vraiment étranges sur la manière dont ils auraient en réalité gagné. Mais le fond n'est pas vraiment le plus important. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Trump semble totalement déconnecté de la réalité et il pourrait croire ce genre de choses. Par conséquent, il ne fera aucune des concessions diplomatiques nécessaires pour empêcher toute cette situation d'exploser. Et ça semble particulièrement inquiétant quand on parle des Kataeb Hezbollah en Irak, des Ansar Allah au Yémen, de la situation en Arabie Saoudite, voire même d'une possible incursion terrestre au Koweït même, menée par certaines unités des forces de mobilisation populaire. Je veux dire, tout ça pourrait exploser d'un coup. Ça pourrait. Et je veux dire, vous soulevez ce dilemme. Je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes invitées dans votre émission ont la réponse. Moi, je ne l'ai pas, parce que je pense que, vous savez, il ne fait aucun doute que Trump est, dans une certaine mesure, atteint mentalement. Il confabule, et il voit des choses qui n'existent pas. Ensuite, il reproche à Hegseth, ou à qui que ce soit, le fait que l'Amérique ne soit pas, en quelque sorte, aussi victorieuse qu'il l'imagine. C'est donc un aspect. Mais l'autre aspect, c'est que les gens qu'il connaissent disent que malgré tout, il a une certaine intelligence. Il est peut-être atteint mentalement, il traverse peut-être des problèmes de santé, mais il n'est pas si stupide que ça. Pourtant, on l'a averti. On lui a dit qu'il n'y avait ni les ressources ni les moyens de mener cette guerre. Et malgré cela, il continue. Israël a-t-il une emprise sur lui? On ne le sait pas. Tout cela reste donc spéculatif. La grande question demeure, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai du mal à l'imaginer, pas à cause de la question de savoir s'il est en quelque sorte diminué mentalement ou non. J'ai du mal à le concevoir à cause de son caractère, de toute sa vision du monde. Être un gagnant, ne jamais être un perdant, ne jamais accepter de perdre. J'ai beaucoup de mal à le voir simplement faire ses valises et accepter qu'on le traite de perdant. Mais j'imagine que c'est possible. Seulement, personnellement, c'est mon jugement. Quelqu'un qui a été convaincu toute sa vie, et je pense que c'est Roy Cohn qui lui a appris ça au départ, qu'il faut toujours être un gagnant, jamais un perdant, jamais, jamais un perdant. Enfin, personne ne peut lui donner la solution miracle qu'il cherche. Que puis-je faire maintenant pour sortir gagnant de cette affaire? Et je ne pense pas que quiconque sache comment cela va se terminer. Mais il est probable que non. Cela peut se terminer par une nouvelle escalade, mais ça ne changera rien à la situation.
car ce qui est largement démontré, c'est que les États-Unis, pas plus qu'Israël, n'ont la capacité de détruire de manière significative le système de missiles iranien. Ils l'ont bombardé encore et encore et encore. Et il fonctionne. Il se développe et les missiles deviennent plus sophistiqués avec le temps. Alors que va-t-il faire? Je veux dire, s'il bombarde les infrastructures, alors tous les États du Golfe vont appeler Washington en disant « Vous savez, c'est terrible, s'il vous plaît, arrêtez ». Eh bien, vous savez, si c'est ce qui se produit, je dois dire que je ne suis pas sûr que l'Iran fasse partie de ceux qui s'en plaindront. Parce que vous savez, ils ont dû vivre à côté de cette implantation de Wall Street, de cet univers Bloomberg des États du Golfe, avec ses gratte-ciel étincelants et tous ces gens qui en quelque sorte font du délit d'initié sur les marchés occidentaux. Et ils n'aiment pas ça du tout. Je sais que Witkoff et Kushner leur ont en quelque sorte dit, je crois, vous pouvez conclure un accord avec Trump, et alors, vous pourriez avoir ça. Vous pourriez être comme les pays du Golfe. Pour les Iraniens, le Golfe est une source de corruption. Ils voient ce qui se passe chaque jour, chaque soir, quand on traverse le pont entre l'Arabie Saoudite et Bahreïn, puis le matin, les embouteillages dans l'autre sens. Ils n'ont pas vraiment d'admiration pour ce mirage dans le désert. Donc je ne pense pas que leur dire qu'ils vont perdre le soutien du Golfe soit très convaincant. Ils considèrent que le Golfe a pris le parti des États-Unis contre l'Iran. Et s'ils en souffrent dans ce processus, eh bien tant pis. C'est regrettable. Oui, je suis presque certain que c'est le cas, et c'est ce que nous avons constaté jusqu'ici. Donc je ne peux qu'imaginer que c'est ce que nous allons voir à l'avenir. Je voudrais changer de sujet, tout en restant quelque peu sur le président Trump, et voir en quoi une partie de cette, je ne sais pas si vous voulez appeler ça de la fabulation, de la confusion, et ainsi de suite, est liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Zelensky, je crois que c'était en fait ce matin, a déclaré « À l'heure actuelle, le principal défi, ce sont les frappes russes. Les États-Unis savent exactement ce dont nous avons besoin. Et il ne s'agit pas de quelque chose d'abstrait. Il s'agit de protéger des vies. Ce sont de vraies personnes, des vies individuelles. Nous avons besoin d'un soutien en matière de défense aérienne. Et cela exige une décision politique en Europe et dans les pays du G7 également. C'était ce matin. Et cela fait suite à ce que le président Trump a dit hier soir sur ce sujet. Le président Zelensky affirme que son pays a désespérément besoin de missiles à longue portée ou de ses batteries de missiles Patriot. Est-ce que c'est aussi quelque chose que nous voulons des missiles? Vous savez, quand Biden lui a donné tant de choses, Biden a donné pour 300 milliards de dollars de munitions. Vous savez, quand je suis parti, les stocks étaient pleins et il en a donné une grande partie. Maintenant, nous les reconstituons et nous utilisons des munitions très puissantes, très bonnes, mais nous n'aurions pas eu à les utiliser. Nous aurions pu utiliser autre chose. Alors, que pensez-vous du président Zelensky après que le président Trump vient de dire cela? Ils ont eu un entretien en personne, donc on peut imaginer qu'on lui a dit quelque chose de similaire. Il essaie de contraindre ou de faire honte au président Trump pour qu'il lui donne des missiles dont il peut constater de ses propres yeux que nous ne disposons pas, parce que nous les utilisons ici, dans une guerre qui est toujours en cours et dont l'issue reste ouverte. Et pourtant, c'est ce qu'il demande. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que c'est absurde. Il est déjà assez clair que les États-Unis ont dit qu'ils allaient tout simplement récupérer les munitions disponibles partout dans le monde, dépouiller les défenses aériennes pour les envoyer défendre Israël. Et cela va, en soi, créer un énorme problème, mais il n'y en aura certainement aucune pour l'Ukraine.
Enfin, le flux est très clair. Il ne va que dans un seul sens. Ils vont récupérer ce qu'ils peuvent, le retirer de n'importe quel théâtre disponible et le déplacer. Ça se fait déjà pour Israël. Mais le point que je veux faire est double. Premièrement, on ne peut pas faire ça, et puis à la fin de la semaine, dire qu'on va frapper les Iraniens très durement. On ne déplace pas, vous savez, des systèmes de défense aérienne depuis une base éloignée à l'autre bout du monde. Il faut du temps pour les installer, les organiser, les intégrer au système radar. Tout cela prend beaucoup de temps. L'idée qu'on puisse simplement récupérer quelques missiles sur des bases américaines à travers le monde et que cela va changer complètement la donne me paraît relever d'une pensée fantaisiste. Mais d'un autre côté, ce qui s'est passé était tellement prévisible. Et je crois que nous en avions parlé il y a quelque temps dans votre émission. Je dis simplement à quel point cette politique que les Européens poussent est dangereuse. Des frappes plus profondes et plus lointaines en Russie, dans l'objectif, disent-ils, de faire pression sur Poutine, parce que les Russes sont déstabilisés par les attaques. Ils commencent à avoir peur. Vous savez, les centres commerciaux de type Wildberries, Amazon, les dépôts ont été attaqués. Et donc, vous savez, d'un moment à l'autre, Poutine va sortir et dire qu'il accepte un cessez-le-feu. Encore une fois, je veux dire, il y a vraiment un problème dans les modes de pensée occidentaux qui viennent de l'extérieur du cadre ou non. Ils semblent incapables de comprendre la Russie ou l'Iran ou n'importe quel autre pays en dehors de la sphère occidentale. Et c'est une façon de penser mécanique qui les empêche de comprendre ces choses-là. Et c'est tellement dangereux parce que, vous savez, ils s'imaginent que c'est le cas. Et on a entendu Trump, et Rubio a aussi fait une intervention l'autre jour, où il a dit oui, ces missiles qui tirent sur la Russie, vous savez, ils mettent la pression. Ils mettent la pression sur Poutine, et il va avoir des problèmes. Il va devoir accepter un cessez-le-feu. Ils installent ces missiles dans des stations balnéaires. On a vu des missiles tomber sur la plage, une plage pleine de vacanciers en maillot de bain, des gens dans la mer, et des drones ukrainiens fabriqués par des Européens, envoyés en Ukraine pour être tirés sur la Russie, tuent des civils. Il y avait un hôtel dans une station balnéaire, isolé de tout, avec une piscine, vous savez, des transats autour de la piscine. Il a été attaqué, des enfants et des adultes y ont été tués. S'ils pensent que cela va changer le point de vue des Russes, alors je ne crois pas qu'ils comprennent la Russie du tout. Cela met les Russes en colère, vraiment très en colère. Mais Alistair, que pensez-vous de l'éventualité qu'ils ne soient pas du tout désorientés, qu'ils sachent exactement ce qu'ils vont faire et qu'ils essaient de provoquer une riposte de la Russie en Ukraine? Il pourrait s'agir d'un acte ouvert, susceptible d'entraîner d'une manière ou d'une autre l'Europe ou les États-Unis. Et si vous accordez du crédit à cette possibilité? Non, parce que cela se produit déjà. La Russie mène déjà des frappes massives contre l'Ukraine. Elle a détruit les ports autour d'Odessa. Elle a de ce fait transformé l'Ukraine en un État résiduel enclavé. Elle a détruit beaucoup de leurs navires et elle détruit leur secteur de production agricole parce que les Ukrainiens ne peuvent plus exporter leurs céréales. Vous vous souvenez, c'était un énorme sujet il y a environ 2 ans. Ils devaient exporter leurs céréales parce que l'Ukraine est à bien des égards le grenier à blé du monde. Et maintenant, ils ne peuvent plus atteindre la mer Noire. Ensuite, la Russie a détruit le pont entre Odessa et la Roumanie. Et ce pont était la dernière liaison. Donc, plus aucun navire ne fait escale dans aucun de ces ports ukrainiens de la mer Noire. Et voilà le prix à payer. Poutine fait donc payer un prix très lourd à l'Ukraine. Je veux dire, cela continue.
Chaque nuit, on voit quelque chose de similaire se produire. Donc je ne pense pas que ce soit la fin. Si Zelensky continue d'attaquer des stations balnéaires russes sur la mer Noire, en tuant des gens allongés sur la plage, sur leurs serviettes, et ainsi de suite, les Russes ne vont pas jeter l'éponge et dire « Oh, nous nous rendons ». Bien au contraire. Je veux dire, ils ont vécu les attaques tchétchènes dans les métros de Moscou et ailleurs, et ils ne se sont pas rendus du tout. Je pense que s'il y a bien une chose que nous voyons, c'est un sentiment grandissant dans toute la Russie. Il faut en finir avec ça. Il faut que ça s'arrête. Et nous allons le faire de manière majeure. Nous allons faire ce qui est nécessaire. Toute cette infrastructure, il y a de grandes parties de l'Ukraine où plus aucune station-service ne fonctionne aujourd'hui. C'est en réponse à ce que l'Ukraine essayait de faire à la Crimée. Ils ont donc arrêté toutes les stations-service. Ils s'attaquent à la logistique avec d'importantes frappes de missiles contre des centres de décision. Et je pense que la chose la plus dangereuse de toutes a été cette attaque ces derniers jours dans un restaurant. 2 généraux de haut rang, si j'ai bien compris, des généraux de l'armée de l'air. C'était un événement privé organisé dans un très chic restaurant italien sous l'un des immeubles des 7 Sœurs. Ce sont les grands immeubles staliniens. L'un d'eux abrite le ministère des Affaires étrangères, mais d'autres sont privés. Et il y avait un restaurant au rez-de-chaussée. Autrement dit, ils ne sont pas situés sur un grand axe. Ils sont très en retrait et se remarquent. C'était un événement très prestigieux et ces généraux étaient présents. Quelqu'un est arrivé, soi-disant pour remettre un cadeau de mariage aux participants de cet événement privé. Et quand elle a été arrêtée par l'agent de sécurité, manifestement, quelqu'un qui pilotait l'opération a décidé d'appuyer sur le bouton et de les faire exploser tous les deux. Ils sont tous les deux morts. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit. Je ne sais pas quelles sont les preuves. Je suis loin de tout ça. Mais je vous garantis que la plupart des gens en Russie penseront que derrière tout cela, il y a un service de renseignement, et probablement un service de renseignement européen, qui a choisi la cible, vérifié que ces généraux se trouvaient bien là, et obtenu les détails indiquant que cette réunion allait avoir lieu à cet endroit. Ils pensent, j'en suis sûr, qu'un service de renseignement américain ou européen en est responsable. Nous nous rapprochons toujours plus du moment où la Russie trouvera une forme de riposte à ces attaques de type terroriste en Russie, contre des stations balnéaires, des plages, des fêtes de mariage. Si l'Occident pense que la Russie va simplement détourner le regard, Permettez-moi de vous poser la question. Il y a une minute, le président Trump a déclaré qu'aucun missile PAC-3 n'arrivait, qu'aucun intercepteur n'arrivait. Et puis, hier soir à Kiev, pour la première fois, du moins publiquement reconnue, ce n'était probablement pas la première fois, la partie ukrainienne a dit « Nous n'avons intercepté aucun missile ». Avant, ils affirmaient avoir obtenu toutes sortes de pourcentages. Mais il y a eu ces images spectaculaires. Oui, celle-là, juste ici, où l'on voit qu'il n'y a même pas de tentative d'interception par des PAC-3. Les missiles arrivent, tout simplement, et pulvérisent des quartiers entiers du centre-ville de Kiev. Étant donné où nous en sommes aujourd'hui, que prévoyez-vous pour le reste de cette année? Je veux dire, à l'approche de l'hiver, d'ici à l'hiver. Où va cette guerre? Eh bien, je pense que nous entrons dans une période de forte escalade de l'attrition. Je pense que la Russie va continuer à resserrer l'étau, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle atteigne ses principaux objectifs. L'objectif principal ici, je pense, c'est qu'il est assez largement admis qu'elle aura la Novorossia, c'est-à-dire tout le littoral de la mer Noire, jusqu'à l'embouchure du fleuve. La principale zone qui, de toute évidence,
a été délibérément peuplée par l'Occident depuis la fin de la guerre, avec des services de sécurité, une armée, des services de renseignement, tout délibérément doté de personnes anti-russes ayant des liens remontant à la dernière guerre. La Russie ne peut pas traiter avec ce groupe. Russia can't do business with that group. It doesn't want to have a pliant group. It doesn't want to be. Elle ne veut pas avoir un groupe docile. Elle ne veut pas être responsable de l'Ukraine occidentale. Mais elle a besoin d'avoir à Kiev un gouvernement qui dise « Écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec vous, la Russie. Nous n'acceptons pas votre vision du passé. Nous n'acceptons pas votre vision de l'avenir. Et vous n'acceptez pas notre vision du passé, notre vision de l'avenir. Mais nous acceptons chacun que l'autre ait une perspective légitime qui reflète sa propre population. Et nous devrons faire au mieux avec cela et faire des affaires ensemble. » Et c'est, je pense, le meilleur scénario que l'on puisse envisager à l'issue de tout ça. Qu'il y ait là-bas quelqu'un qui ne soit peut-être pas pro-russe, qui ne sera pas pro-russe, qui ne rejoindra pas l'OTAN, qui ne rejoindra pas l'Union européenne, mais qui soit quelqu'un avec qui vous puissiez traiter dans une sorte de relation de type guerre froide avec un nouveau gouvernement. Eh bien, c'est difficile de contester quoi que ce soit là-dedans, parce que tout le monde semble camper sur ses positions, et il va falloir que quelque chose force ce changement. On verra comment ça va se passer. Dernière chose, je sais qu'on arrive à la fin du temps imparti. Vous avez quelques minutes de plus? Oui, bien sûr. D'accord. Nous sommes le 7 août, et c'est la date anniversaire de l'attaque sur Hiroshima, de la bombe nucléaire qui a été larguée et qui a, de fait, mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait aujourd'hui un autre groupe qui commémorait cela en commémorant autre chose dans le... comme celle-là. Oui, celle-ci, c'est Hiroshima. Vous pouvez donc voir tous les... Enfin, regardez simplement la façon dont les bâtiments ont été détruits, les gravats en dessous, et ainsi de suite. Parce que d'autres disent, « Eh, c'est pas la seule chose qu'il faut regarder aujourd'hui. » Regardez ceci. Pardon, je crois que ce n'est pas le bon. Où est-ce que c'est passé? Gary, est-ce que je rate quelque chose? Où est-ce que... Voilà. Merci. Ça, ce n'est pas Hiroshima. C'est Gaza. Vous pouvez voir qu'en 1945, 15 000 tonnes d'explosifs ont été larguées sur Hiroshima, sur une superficie de 900 km². Gaza a reçu 200 000 tonnes de munitions sur 345 km². Et vous voyez le résultat, même s'il ne s'agissait pas d'une seule explosion, mais de quelque chose étalé sur quelques années. L'écart entre les deux est assez choquant. Et vous savez, à l'époque, avec l'Holocauste, nous avons dit « plus jamais ça ». Ce genre de choses. Plus jamais. Et pourtant, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la portée de cela, même pour l'humanité? Et pas seulement pour les gens qui vivent là-bas. Je ne vous entends pas, mon frère. Voilà, vous m'entendez? Oui, maintenant, je vous entends. Can you hear me? Yes, I can now. The significance of this. Ce qui est important ici, je pense, c'est cet immense changement qui est en train de se produire en Occident. Et je ne sais pas vraiment d'où il vient, ni exactement quand il s'est produit. Mais rappelez-vous, les États-Unis étaient autrefois une société missionnaire, qui cherchait à apporter au monde des réformes, la liberté, la démocratie, et ainsi de suite. Et tous ces Européens sont arrivés avec ce message, faire advenir un monde nouveau, une nouvelle Sion, une nouvelle lumière sur les collines pour le monde entier. Puis à un certain moment, cela s'est transformé en un sombre projet manichéen. Je pense que c'était autour du 11 septembre, quand cela est devenu de plus en plus. Et vous vous souvenez, Biden se tenait devant Liberty Hall, drapé de rouge, et il a parlé du mal. He talked about the evil. Europe and America seems to have dug themselves into. L'Europe et l'Amérique semblent s'être enfermées dans un bunker, un véritable bunker où, vous savez, elles sont le bien, elles sont la lumière, elles sont l'avenir, et le reste du monde, que ce soit la Chine, l'Iran, la Russie, tout cela est désormais si maléfique, si corrompu, qu'on ne peut même pas leur parler. Parce que qui peut servir
de médiateur avec le mal. Personne. C'est noir ou blanc. Et nous sommes entrés dans ce processus. Et je pense que cela se traduit ainsi. Alors, quand j'entends des gens en Israël dire « Vous savez ce que nous voulons que l'Amérique fasse et que Trump accepte, c'est de détruire les infrastructures de l'Iran, de sorte que l'État iranien soit incapable de fournir le moindre service à sa population. Nous voulons qu'elle soit détruite, afin qu'il ne puisse plus fournir les services nécessaires à la survie de sa population. » Quelle différence avec le fait de larguer une bombe nucléaire sur l'Iran, si ce n'est qu'ici, ce serait une mort lente plutôt qu'une mort rapide. Les deux relèvent de la même époque de manichéisme extrême, cruel et irréfléchi. C'est tout simplement inacceptable pour tout être humain. Nous avons en un sens profondément en nous le sentiment de ce qui fera s'abattre le ciel et la terre sur nos têtes, parce que nous avons franchi une ligne. Ce n'est peut-être écrit dans aucun texte de loi, mais nous savons que parfois il y a une ligne qu'on franchit au péril de son propre être, au péril de ce que l'on représente en tant que personne humaine. Oui, c'est l'une de mes graves préoccupations, surtout au niveau des élites. Et on peut le constater aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, peut-être de manière égale. À mes yeux, il y a tout simplement une absence effrayante de compassion humaine et de morale dans notre façon de considérer ces autres personnes. Vous parlez de vedettes rapides dans les Caraïbes. Vous parlez des gens que nous avons tués au Venezuela, que nous pourrions tuer à Cuba si nous y allons pour attaquer, de ceux qui ont été tués dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en Iran ou à Gaza. Tous ces endroits, on ne semble même pas s'en préoccuper. Et pour moi, c'est un problème culturel. Je trouve déjà alarmant, en soi, que nous ayons perdu cela. Nous devons retrouver cette humanité. Comme vous le dites, je pense qu'elle est en nous, mais elle sommeille chez trop de gens. Et d'une manière ou d'une autre, Ramadi Salam Bill. Oui, c'est l'empathie. Nous l'avons complètement perdue. Nous ne sommes plus capables de ressentir la moindre empathie pour, vous savez, les Iraniens à qui l'on dit qu'ils risquent de perdre leur approvisionnement en eau, en électricité, tout cela en plein été, parce que leurs infrastructures vont être bombardées. Pour le peuple palestinien, pour tous ces peuples pris dans ces guerres qui sont menées, au fond, principalement pour protéger une sorte de structure économique. Une structure économique fondée, si vous voulez, sur une hégémonie particulière du dollar et sur le sentiment de puissance militaire qui accompagne cette hégémonie du dollar et l'armée. Ce sont en quelque sorte des jumeaux. Ils opèrent dans la même structure, et ce n'est pas un objectif qui ait la moindre légitimité morale. Mener ces guerres pour préserver le pétrodollar et l'hégémonie du dollar, c'est un objectif moralement en faillite. Cela peut donner à l'Amérique un certain avantage à certains égards, mais en réalité, je crois que cela finira par détruire les États-Unis de manière considérable. Eh bien, c'est justement ce que j'allais vous demander, en quelque sorte, pour terminer. Je crains que nous ne retrouvions pas cette humanité, qu'elle ne se réveille pas en nous, et que nous continuions dans cette position immorale qui consiste à ne pas voir les gens tant que nous-mêmes ne sommes pas pris dans le retour de flamme de tout cela. Et je dirais que nous pourrions l'être, au sens collectif occidental, nous et l'Europe. Il y a deux guerres différentes qui pourraient toutes deux devenir les nôtres et revenir nous coûter très cher. Voyez-vous une autre voie que celle où nous devrions payer physiquement le prix des problèmes engendrés par ce retour de flamme pour que cela change? Je pense qu'il va y avoir une sorte de « oui, il faut que ce soit une forme de catharsis ». Et cela veut dire, je pense, que nous allons subir en Europe et aux États-Unis une forme d'électrochoc.
sur le plan des conséquences économiques. Sans aucun doute, l'ultra-élite a tout plus ou moins prévu. Elle survivra à tout ça. D'une manière ou d'une autre, c'est toujours ce qu'elle fait. Mais pour les 4-20% restants, ce sera une période difficile. Mais malheureusement, le seul élément qui apporte le changement, c'est malheureusement la douleur. Et je pense que tant que nous n'aurons pas subi un certain degré de souffrance, nous ne pourrons pas dépasser cette vision très désinvolte, complaisante et satisfaite d'elle-même que nous avons de nous-mêmes et du monde, tout en condamnant les autres à mort. Se vanter, comme nous l'avons entendu le ministre Katz le dire, vous savez, nous avons complètement détruit tant de villages entiers, pas seulement des maisons. Nous avons tout rasé. C'est un désert. Il n'y a plus rien du tout. Personne ne pourra y retourner et en tirer de la fierté. Je veux dire, je ne pense tout simplement pas que ce soit tenable. Nous allons nous fracasser contre un mur. Je pense que vous avez raison, et que si c'est le chemin nécessaire pour revenir à un point où nous pourrons retrouver notre humanité et avoir au moins une chance de vivre dans une forme de stabilité, alors c'est peut-être nécessaire. Mais ce sera douloureux à voir. Mais écoutez, nous vous remercions vraiment d'être venus aujourd'hui et d'avoir apporté cette clarté sur ces questions. Je rappelle à tout le monde d'aller voir Conflicts Forum. Je le consulte très fréquemment et je m'en sers même pour certains des thèmes que nous abordons dans notre émission. Je le recommande à chacun sur Substack, conflictforum.substack.com. Alistair Crook, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. On a un programme bien chargé aujourd'hui, les amis. Nous allons recevoir très bientôt Rosemary Kelanick, d'ici une quinzaine de minutes environ. Elle a publié une nouvelle étude pour Defense Priorities. Certains de mes collègues là-bas m'ont dit qu'elle avait des choses vraiment intéressantes à souligner, dont on ne parle pas souvent. Elle va également nous en parler. Ensuite, nous aurons Nima Khorshid en direct. Et bien sûr, nous allons avoir le point de vue de l'Iran, notamment sur toutes ces questions autour de cette nouvelle organisation, de cette coopération avec Oman pour le détroit d'Ormuz, et sur la manière dont les Iraniens envisagent l'évolution de cette guerre. Et enfin, bien sûr, l'incontournable Larry Johnson, Larry C. Johnson, ancien analyste de la CIA. C'est toujours un plaisir de l'écouter s'exprimer sur, tous ces sujets. On se retrouve donc pour la suite de la journée sur le Daniel Davis Deep Dive. En fait, nous n'avons pas de sponsor et il y a une raison à ça. Nous ne voulons pas vous assommer avec une avalanche de publicité. Cliquez sur le bouton j'aime et bien sûr, partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez.